On nous voit là. Je pense que ça y est, oui, oui, c'est bon, on y est là. C'est On est parti go. là. Ah, c'est une On nous totale voit, mais découverte pour nous. est-ce qu'on nous entend bien aussi? Parce que bon. Bonjour Mathieu, bonjour Eric. Bonjour à tous. Bonjour Léa. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Bon, je crois que on est tout bon là. Pour être honnête avec vous, ce matin, je me suis demandé ce qu'il fallait faire pour être crédible sur le Twitch No Code France. Alors du coup, quand j'ai regardé un peu ce qu'il était, ce que j'ai vu, c'est que souvent, ils avaient des casquettes ou une écharpe. Bon, je me suis dit, là, pour la première, je pense qu'il me faut les deux. Il me faut la casquette et l'écharpe. Alors, j'ai essayé ce matin, mais bon, je porte pas très bien la casquette ni l'écharpe. Du coup, là, je suis resté uniquement sur le t-shirt No Code France. Mais voilà, le cœur y est. Je réfléchis à peut-être quelque chose de plus personnel pour la prochaine fois. Ça y est, on y est. Bienvenue dans It's Time. It's Time, c'est une émission mensuelle dédiée à l'outil français no code Time Tonic. Donc, ça sera diffusé sur le Twitch de No Code France donc, tous les premiers jeudis de chaque mois à l'horaire d'aujourd'hui, donc de 13h à 14h. Donc, ceux qui ont prévu de faire une sieste pendant cette heure-là, désolé, ça ne va pas être possible. Ou alors, vous pouvez la faire et nous écouter en même temps. Peut-être que ça vous donnera des idées. Donc, je vous donne juste 2-3 mots sur le planning de l'émission pour aujourd'hui. Donc, on va commencer par se présenter rapidement, donc en quelques mots, et en mettant surtout l'accent de pourquoi on est arrivé à utiliser et à aimer l'outil Time Tonic. Ensuite, on vous fera une présentation assez succincte en quelques minutes de l'outil. Et pour garder un maximum de temps pour la troisième partie, qui sera le cœur de l'émission, donc à savoir qu'on va vous présenter 3 fonctionnalités qu'on a jugées importantes et intéressantes de voir aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, on s'est limité à 3. L'objectif, c'est de pouvoir rentrer suffisamment dans les détails et d'avoir un peu de temps aussi pour répondre aux questions éventuelles. Voilà, donc sans transition, on va passer directement à la présentation. Je te propose, Jérôme, de te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors moi, c'est Jérôme Blin. Je viens du monde industriel. Je vais vous faire un peu le cheminement pour que vous voyez comment j'en suis venu à Time Tonic. Donc, je viens du monde industriel.
dans dans le domaine de l'électrotechnique et de l'automatisation de lignes de production. Et petit à petit, dans mon métier, j'ai eu de plus en plus besoin de m'équiper de logiciels. Au début, c'était de l'Excel, et petit à petit, j'ai créé des petites solutions. J'ai commencé par le code, mais j'étais pas très bon. Je mettais beaucoup de temps. Je trouvais qu'il fallait beaucoup de compétences, et j'ai mis plus de 3 mois à sortir un petit CRM tout basique. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'aller beaucoup plus vite. Et c'est là que j'ai découvert le no-code. Et là, moi, c'était une claque. Je me suis dit, waouh, j'ai mis moins de 3 semaines à faire la même chose que j'avais mis plus de 3 mois. Donc, je me suis dit, le no-code, c'est ce que je veux faire. Donc, j'ai quitté ma société, je me suis formé et j'ai créé ma boîte. Ça fait environ 2 ans, pour accompagner les TPE-PME dans la digitalisation de leur activité. Et au tout début, j'ai commencé par du Airtable et du MEC, qui sont de très bons outils que j'adore aussi. Mais très vite, je suis arrivé à TimeTonic parce que, on va dire, ça correspondait plus à ce que j'ai vu dans le monde de l'entreprise. Et il y a beaucoup de fonctionnalités comme mobile hors ligne, génération de doc, etc., qui font que c'est vraiment bien pour le monde de l'entreprise que j'ai connu en industrie. Et aussi, le deuxième point, c'était surtout le relationnel avec l'équipe TimeTonic qui m'a fait une grosse différence. Et on a la même façon de voir les choses, comment avancer ensemble, etc. Donc, c'est ça qui m'a fait passer à TimeTonic. Je vais laisser la place à Martial, alors, pour se présenter. Oui, donc de nouveau, bonjour à tous. Donc Martial Lanoux, je m'intéresse aux outils no-code depuis maintenant 3 ans, donc à peu près l'ancienneté de l'association. En parallèle de mon métier d'origine qui est tout autour du transport et de la logistique, donc autant sur le côté opérationnel que sur le côté analyse de flux, méthode, ingénierie. Et là, ça fait depuis le début de l'année que je me suis lancé à mon compte pour accompagner, donc tout comme Jérôme, les entreprises dans la digitalisation de leurs ops principalement, ou dans la création de nouvelles offres. Alors pourquoi TimeTonic ? En fait, dans ma découverte du no-code, au début, c'était une manière assez large avec différents outils, mais assez vite, je me suis orienté vers des outils plutôt back, et puis après plutôt à tendance outils français. Donc ça fait maintenant à peu près 2 ans que j'ai vraiment découvert TimeTonic, que je me suis lancé dedans. Donc au fil des essais, à force d'essayer des use cases, etc., j'ai vraiment aimé l'état d'esprit de construction de la solution avec des fonctionnalités très pratiques. Donc je vais répéter un petit peu ce qu'a dit Jérôme. La génération de documents, la vue mobile, enfin l'application mobile avec du offline, la vue carte. Donc là, avec mon background de transport logistique, j'ai tout de suite tilté. La possibilité de recours aux formules Excel également, puisque pour moi, c'est un des gros facteurs différenciants de TimeTonic, et puis la gestion des espaces de travail. Et puis cette recherche un petit peu des outils français, ça m'a fait rencontrer Jérôme. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on se retrouve là. Et puis voilà. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail après la présentation de Marco. Alors, du coup, moi, c'est Marco. Donc, normalement, c'est Marc-Olivier, mais bon, personne ne m'appelle Marc-Olivier, c'est beaucoup trop long. Donc, moi, je suis dev, en fait, de background. J'ai fait une école d'ingé. Ensuite, j'ai fait 13 ans de .NET, donc en back-end. Voilà, déjà parce que le back-end, c'est vraiment ce qui me plaît. Et puis moi, le back-end, hein, c'est la vie. J'ai bossé pour le ministère de l'Intérieur, pour TF1, ensuite EBP qui fait des ERP. Et suite à ça, j'ai décidé de changer. J'étais consultant système d'information depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. C'est très rapidement devenu consultant no-code. J'ai découvert le no-code via du coup Notion. Je suis très vite passé à Airtable sur la base de données. Et donc ensuite Make. Et j'ai donc redécouvert TimeTonic plus récemment, donc suite au No-Code Summit. En fait, j'avais déjà exploré un peu l'outil il y a un peu plus d'1 an et demi. Et je n'avais pas forcément été très loin. Et à ce moment-là, on va dire que j'étais vraiment aveuglé par Airtable. J'étais vraiment dans une vision 100% Airtable. Et c'est un outil que j'adorais, Airtable. J'aime toujours. Hein. Mais voilà, je n'envisageais pas d'autres outils. Et donc, en discutant au No-Code Summit avec Martial et Géraud, je me suis dit, tiens, c'est trop bête, il faut que je m'y replonge. Donc, j'ai regardé vraiment de plus près cette fois-ci. Et j'ai vu plein de choses qui m'ont plu, notamment la première chose à laquelle je pense, c'est le fait de pouvoir contrôler les données, de faire en sorte qu'on ait des données de qualité dans la base. Voilà, ça, c'est en natif. On n'est pas forcément obligé de passer par un formulaire du coup, pour contrôler ces données et avoir des données vraiment intéressantes.
Et ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup plu, avec d'autres dont on va vous parler évidemment aussi. Mais voilà, donc je suis très content de pouvoir parler de TimeTonic aujourd'hui. Jérôme, est-ce que tu peux nous faire un aperçu un peu global de l'outil? Ouais. Alors, Marcel, si tu peux me mettre mon écran Ouais. que je sais qu'il est en ligne. Ah oui, je vois. Ok, nickel. Donc, TimeTonic, je vais juste présenter en gros l'interface pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas trop les outils no-code, pour que vous ne soyez pas trop perdus parce que on va montrer des fonctionnalités après. Donc là, j'arrive sur l'espace où je viens de me loguer, en fait, en tant qu'utilisateur, et j'ai la visu des différents workspaces, espaces de travail qu'il y a partagé avec moi. Ça peut être des workspaces qui m'appartiennent ou des workspaces qui appartiennent à d'autres et qui m'ont partagé. Donc, je vais rentrer dans un workspace, on va dire, c'est là la partie qui va vous intéresser. Donc, le workspace est séparé du côté gauche, on va avoir toutes nos tables, c'est-à-dire les différentes entités qu'il y a sous votre application. Donc, on va retrouver les différentes tables et dedans, là, on a tous les champs, tous les différents champs qui vont composer notre table. Donc, ces champs ils sont typés, ils peuvent être de différents types, donc aussi bien du texte, du nombre, de la date, de la formule, la sélection de couleurs. Et comme aussi c'est une base de données relationnelle, on va avoir des relations entre tables. Donc, on peut faire un lien vers une autre table ou la colonne d'une autre table si elle est déjà reliée. Donc, on va avoir aussi tous les champs là. On va avoir tous les filtres juste au-dessus. Donc, on peut masquer des champs, on peut trier, on peut filtrer, partager, importer, automatiser. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça sera abordé petit à petit lors des lives. Le but, c'est juste de vous présenter l'interface. Et il y a une partie aussi, là on voit là, c'est toutes les vues. Donc les vues, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière de représenter la donnée en fait. Et on peut avoir des vues juste, c'est la même visualisation, une table, mais avec différents filtres et tri et champs qui sont masqués ou pas. Mais aussi, on peut l'avoir de différentes visualisations, la même donnée, en vue Kanban, en vue calendrier, en vue planificateur, en vue TCD, en vue Gantt, mais aussi en vue carte. Et là, c'est un point différenciant que Martial va aborder juste après. Donc, je vais laisser la place à Martial qui nous montre un peu tout ça. Ah ouais, juste un souci avec mon partage d'écran. Hop, je rectifie ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux trouver à vous dire, moi, pendant ce temps-là? Moi, je peux raconter une blague s'il y a besoin, mais bon, je crois que je vais me taire. On va pas prendre le risque la première. C'est ça. Non, voilà, c'est tout bon. C'est bon? Alors. Nickel. Voilà, donc comme l'a présenté Jérôme, là je vais vous parler un petit peu plus de la vue carte, parce que c'est vraiment quelque chose alors qui m'a attiré chez TimeTonic, puisqu'on voit sur donc là je suis sur une table, c'est un use case de cas d'intervention, donc je suis sur une table intervention, j'ai la liste de mes vues en haut et je peux choisir le type de vue que je veux appliquer juste en cliquant là, toc, vue table, et je choisis mon type de vue. Donc j'en ai déjà paramétré une. D'accord. Voilà, donc j'ai déjà paramétré une carte. Donc là, c'est une vue qui est native dans TimeTonic. Je n'ai pas fait d'autres manipulations que de sélectionner mon type de vue carte que vous voyez là qui est affiché. Donc la configuration se fait de manière très simple. Quand on a choisi la vue, on a un bouton configurer la carte en haut à droite. Et là, on choisit l'emplacement, donc qui est le champ dans lequel on retrouve l'adresse ou les coordonnées GPS. L'affichage, donc la partie affichage, c'est l'étiquette qu'on va retrouver sur la carte. Donc là, on a la liste des champs de la table. Et puis le type,
c'est si on veut y affecter une catégorisation. Enfin, la couleur, c'est si on veut y affecter une catégorisation. Donc là, j'ai le type ou j'ai le statut. Donc le type, c'est mon type d'intervention, si c'est du SAV ou de la maintenance. Le statut, c'est si, hop, là, je change juste la couleur. Et on voit que ça se met à jour, c'est si l'intervention est à faire, en cours, urgente ou terminée. Voilà, donc l'écran de configuration. Là, on voit que j'ai pris le champ adresse site. Donc mon champ adresse site qui est une adresse postale. Alors pour être plus précis, l'idéal c'est de rajouter le pays parce que parfois c'est une base OpenStreetMap et parfois sans le pays on va chercher des villes dans d'autres continents, ce qui peut être un peu perturbant. Et j'ai également une carte que j'ai pu configurer avec des coordonnées GPS. Donc géolocalisation. Voilà. Donc là, c'est les coordonnées GPS là qui me servent à faire la carte sur la base des mêmes adresses. Donc les coordonnées GPS, c'est un champ particulier de géolocalisation qui permet de... Et il y a une formule qui permet aussi de transformer une adresse en géolocalisation, ce qui permet une uniformité entre les données. Comme ça, on peut mixer sur la même carte avec un petit peu d'automatisation, un petit peu de formule, des points pour lesquels on a les adresses et des points pour lesquels on a juste les coordonnées GPS. Alors, un point qui est différenciant aussi, c'est l'application mobile, puisque quand on est sur le mobile, il y a un petit peu de latence là, voilà. Donc là, vous voyez sur la partie gauche de l'écran, je suis sur mon téléphone. Je veux ajouter une intervention. Donc j'ajoute une intervention. Alors il faut que je lui mette un titre. Hop, allez. Paf le chien. Statut urgent. OK. Et là, dans les informations, vous voyez les parties. Alors, soit je peux choisir un site qui est lié à une table, à la table site. Donc, tout a été paramétré sur le web. Soit je peux utiliser la fonction ma position. Est-ce qu'on voit bien ? Ouais. Ma position, ou alors sélectionner sur la carte. Donc là, en cliquant sur la carte, je peux aller où je veux sur une carte et positionner un point. Hop. Bon, il y a un petit peu de... Voilà. Donc là, j'ai positionné un point manuellement. Et quand je fais enregistrer, j'ai les coordonnées du point là qui sont tout de suite prises en compte. Mais je peux également cliquer sur ma position qui permet d'enregistrer directement les coordonnées GPS du téléphone avec le GPS activé. Voilà. Toc. Alors, il faut peut-être que j'actualise un petit peu. Et voilà, alors je ne sais plus comment c'est trié. Ouais, donc là, l'intervention que j'ai créée. Voilà. Donc, comme je n'avais pas d'adresse, je n'ai pas rattaché de site, parce que j'étais sur un lieu géographique sans adresse. Mais par contre, si on recherche sur la carte, je l'avais mis comment en urgent. Voilà, l'intervention que je viens de créer. Et quand je suis sur la carte, si je clique sur le point, j'ai ma fiche d'intervention ou de client qui s'ouvre tout de suite. Alors là, après, en fonction des champs qu'on utilise sur la fiche, on a différentes possibilités. Quand on a un lien, on a la carte
on a la carte Google. Voilà, et on peut cliquer dessus, on peut zoomer, on peut se déplacer directement dans la fiche enfin dans la fiche liée à l'intervention. Alors là, la fiche, elle n'est pas super bien paramétrée en termes de catégories, etc. J'aurais pu faire mieux, un peu mieux rangé, mais voilà. Donc voilà, les grandes parties de la fonctionnalité carte, qui est très simple à paramétrer, puisqu'en quelques clics, on passe d'une table à une carte avec tout qui est géocodé. Et puis, un des avantages, quand on est en intervention mobilité, c'est qu'on peut utiliser l'appli mobile avec le point GPS de l'application pour tout de suite implémenter une carte, une intervention, un client. Voilà, le champ des possibles est ouvert. Top, top, top. Donc voilà. Maintenant, je pense que Jérôme va prendre la suite, toujours un petit peu sur la partie intervention, mais avec une autre thématique qui est la génération de documents. Voilà, voilà. On voit mon écran. Donc moi, le but, c'est de vous montrer la partie génération de doc qui est directement incluse et native dans TimeTonic. Donc, c'est un des points différenciants que j'ai le plus utilisé, pour être franc. Alors, pour vous schématiser le cas, là, on va faire des interventions, enfin des bons d'intervention pour des techniciens qui se déplacent, ils font un bon d'intervention avec différentes informations pour qu'il sache un peu sa mission. Et quand il arrive chez le client, le faire signer ce bon directement. Donc, pour ça, j'ai une base avec des clients, des contacts qui sont reliés à la table client et des interventions qui sont reliées à la table contact et client. Donc, là, les interventions sont reliées aux deux, on les voit là, les relations, client et contact. Et après, on a diverses informations qu'on va reporter dans notre doc. Les titres, le statut, il n'y aura pas besoin, à qui c'est assigné, les dates de début, etc. Et là, on a un champ de type pièce jointe qui va accueillir mon bon d'intervention. Donc, je vais montrer en gros comment on le fabrique, cette relation. Alors, on va partir d'un modèle, d'un template, en fait, qui est un template là Word. Il y a une possibilité de faire des templates aussi sur Excel. Et ces templates, on va vraiment en faire un design complètement, c'est très accessible sur Word ou sur Excel. Et on va juste rajouter des variables. Alors, ces variables, on va les rajouter de manière avec une codification un peu spécifique, qui est le $accolade, le code colonne, et on ferme l'accolade. Alors, j'ai bien dit code colonne parce qu'en fait, c'est le terme exact, parce que ce n'est pas le nom du champ. Il faut aller dans organiser les colonnes et on va avoir le code de la colonne. C'est une variable unique comme ça et ça évite les erreurs. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de caractères spécifiques, spéciaux, etc. Donc, je vais prendre ce nom-là et puis après, bon, je fais ça sur les différents champs de ma base TimeTonic qu'on veut mapper avec la doc. Et il y a une petite fonctionnalité que j'aime bien aussi, que je n'avais pas vu dans d'autres, pas de souvenir, c'est qu'on peut aller rechercher une relation directement dans la doc. En fait, là, j'ai une relation avec ma base client qui est là. Et cette relation, je voudrais ramener l'adresse du client. Et l'adresse du client, je ne l'ai pas encore ramenée dans cette table-là. Elle est dans la table client adresse complète. Et pour la ramener, en fait, juste on fait $accolade code colonne point le code colonne dans la table client, c'est-à-dire adresse complète. Et là, ça va faire la relation directement et ça va aller chercher le bon champ. Donc, même pas besoin, un peu comme sur d'autres, de ramener la liaison avec une colonne à rajouter dans la table principale. Même pas besoin de faire ça, on peut aller rechercher directement les relations en faisant le nom du champ point le nom du sous-champ. Donc ça, c'est top. Ça évite de mettre trop de champs dans sa base. Là, comme ça, on constitue notre document. Je vais le sauvegarder, enregistrer sous, télécharger une copie. Je la télécharge. Donc là, il m'a téléchargé mon document. Je vais créer
je vais vous montrer complètement la création, comme ça vous verrez que c'est très accessible. Là, j'ai juste créé un nouveau champ. On va l'appeler génération de bons, qui est de type, je vais appeler document automatique. Ce document, on va juste prendre le modèle que j'ai téléchargé. Je vais le prendre là, toc. Bon d'intervention numérique, je l'ai appelé. Je vais le remettre là pour vous montrer le processus complet. Donc là, je l'ai rajouté en bas. Hop, je le sélectionne bien, sinon ça ne va pas marcher. Là, il nous demande la colonne du sauvegarde. Donc, comme j'avais déjà créé mon champ bon d'intervention, je vais le sauvegarder dedans. On peut utiliser une colonne en nom. Là, j'avais un nom d'ID d'intervention, donc je vais prendre celui-là pour que ce soit plus explicite. Et soit on choisit l'export qui reste dans le même type de fichier, c'est-à-dire en Word. Là, vu que c'était du Word, ou en Excel, si on aurait fait de l'Excel. Ou soit on l'exporte directement en PDF. Donc là, j'exporte en PDF parce que ce sera le plus parlant. Donc là, hop, on a une petite option, c'est transformer le bouton en bouton. Parce que sinon, c'est un lien. Je trouve ça pas très explicite. Je préfère que c'est un bouton dans l'interface. Donc, je vais l'appeler génération du bon. Hop, je l'ajoute. Et voilà, on a fait tout le process pour générer la doc. Donc, je vais juste cliquer dessus. Et ce qu'il va y avoir un effet démo. Alors, je vais répondre en même temps à la question. Ça marche avec OpenOffice ou autre. J'ai essayé, moi, avec Google Doc. Et ça marche. J'ai créé tout mon document sur Google Doc. Et je l'ai exporté en DocX. Parce que c'est le format DocX qui est accepté. Alors, on doit faire pareil sur OpenOffice, je pense. Il faudra essayer pour être sûr, mais je pense que c'est la même structure. Et pareil pour l'Excel, il faut juste les exporter au format Excel. Alors là, on voit mon document qui a été rempli avec les bonnes variables. Vous voyez, l'adresse est remplie directement, malgré que la relation ce champ-là n'existait pas dans ma base qui était concernée. Et on a tout qui est rempli. Et donc, hop, là, on va voir qu'il y a le PDF qui est directement arrivé dans ma colonne bon d'intervention. Là, imaginons qu'on veut aller un peu plus loin, qu'on veut que le technicien il fasse signer digitalement le bon. Donc pour ça, il y a des champs de type signature dans TimeTonic. Alors je vais le montrer d'une manière. J'ai créé un formulaire, j'ai déjà créé parce que le but c'est pas de vous montrer le formulaire, on le fera une prochaine fois, mais pour vous montrer, là j'ai créé un petit bouton formulaire qui m'ouvre un formulaire et ça pourrait être une vue sur une tablette ou une mobile mais sans application. Et on va avoir toutes les données. J'ai mis des champs en lecture seule. Il m'a repris tous les champs qui étaient de mon enregistrement. Client, contact, etc. J'en ai laissé exprès même en modifiable. Et on va avoir les signatures ici, par exemple. Je vais dire à mon client, bah, tiens, signe-moi ça. On a le document, on a toutes les informations là. Tu peux me signer le document. Hop. On pourrait même générer déjà un document vide pour qu'il voit et puis le faire signer après. Donc là, je sauvegarde. Hop. Je vais revenir juste. Ben voilà, je suis revenu au bon. Hop. Donc là, on est dans ma vue. On va voir normalement tout qui est arrivé, les signatures clients. Et je vais ouvrir le bon fichier pour vous montrer comment on gère une image en fait. Parce que ces signatures, ce sont juste une image en fait. Et donc, ce numérique signature, c'est celui-là. Je vous montre le document Word. Là, je ne vais pas le refaire complètement. C'est juste pour vous montrer. En fait, c'est exactement le même principe. On va faire accolade, signature, enfin, de technicien. Et là, on a un petit paramètre, c'est 2.200 par 200, c'est on va gérer la taille de l'image. On n'est pas obligé de le mettre si ça correspond bien, mais là, on va dire on veut limiter la place que ça prend, donc on peut mettre ces paramètres-là. Alors, je vais lire une petite question en même temps. Est-ce que des boucles sont possibles dans la génération de doc? On va voir ça après, en fait. On va voir ça juste après. Putain, ça spoil déjà. Hein. Donc là, j'ai géré la place que va prendre cette image. Et là, on va générer le formulaire avec la signature. Donc, je vais juste m'assurer. Non, là, j'ai pris le formulaire. Non, c'est générer le bon.
Là, je l'ai déjà créé. Hein. C'est générer bon numérique avec signature. Voilà, c'est bien ce doc-là. Je vérifiais juste. Et là, quand je vais le générer, on va avoir directement le bon avec la signature. Là, on montre. Et ça, on pourra imaginer une automatisation. On envoie directement au client le bon déjà signé, etc. Avec une automatisation, il envoie un email, par exemple. Et tout ça possible dans TimeTonic, bien sûr. Donc là, on a le bon signé. Et vu la petite question qu'on a eue, bah justement, imaginons que le client veut gérer des pièces détachées. Enfin, que moi, en tant qu'entreprise, je veux gérer aussi qu'apparaissent les pièces détachées que j'ai eu besoin pour cette intervention, pour signer le document final. Donc là, j'ai créé une autre table, pièces détachées, intervention, qui est juste, là j'ai fait très simple, hein, j'ai fait quantité et référence, tout basique, mais on pourrait imaginer qu'il y a une gestion de produits, de prix, on sélectionne un produit, ça met toutes les infos, etc. Donc on pourra aller beaucoup plus loin, là j'ai resté simple pour la démo. Donc là je vais me remettre dans l'intervention, et dans l'intervention on a une liaison avec pièces détachées intervention. Là j'ai une pièce qui est déjà reliée, et par exemple je veux en créer une, donc là je vais faire créer un enregistrement. Donc, hop, je vais mettre 4 hits time. Hop, je sauvegarde. Donc là, j'ai 2 éléments. Mais en fait, le problème dans ma doc, c'est que je vais avoir X éléments et on ne sait pas de combien d'éléments il va y avoir. C'est là que TimeTonic, je vais ouvrir le bon document pour vous montrer. Pièces détachées, voilà. J'espère que vous voyez assez bien sur mon document sous la partie droite. Donc là, on voit le tableau. J'ai créé juste un petit tableau avec une ligne. Ça pourrait être avec plusieurs colonnes, etc. On pourrait séparer les variables. Et j'écris exactement pareil au niveau des variables. Donc $ accolade, le nom de la variable. Là, j'ai fait point quantité pour aller chercher dans l'autre table la quantité. Puis point référence pour aller chercher la référence. Et là, en fait, TimeTonic est intelligent. Il va savoir que le champ en relation est de type relationnel, qu'il a plusieurs éléments, donc il va itérer sur ces éléments. Donc on va le voir là directement. Toc. Ça doit être dans ceux-là. Je vais prendre bien le bon document, parce que tout à l'heure on était sous signature. Là, si je prends pièces détachées, appliquer, générer le bon signé. Et là, hop. Et là, on a vous voyez, il y a les pièces détachées. Comme ça, on a pu faire apparaître de manière dynamique les pièces détachées. Et s'il y aurait eu 500 lignes, il m'aurait mis les 500 lignes. Si on voudrait même mettre une photo en premier lieu de la pièce, mettre le prix, un total, etc., tout serait possible. Donc, ça, c'est vraiment très, très puissant, parce que c'est souvent, pour ceux qui ont l'habitude, je pense beaucoup de freelance, la génération de lignes, c'est toujours un sujet assez crucial. Et que c'est directement inclus, façon très très simple d'accès. Ça, j'ai trouvé ça vraiment top dans TimeTonic. Et au passage, Jérôme, tu nous as montré comment on pouvait très facilement changer de template de document. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. On a les listes de templates. Après, il y a même une autre fonction qu'on peut mettre dans une table, la liste des templates, et qu'on fait relation à cette table. Comme ça, on a une table avec les templates différents, avec leur nom, qu'on peut mettre à jour plus facilement. Et on va juste chercher le template qui nous intéresse directement dans le champ. Ça, c'est une petite autre version, mais c'est vrai que c'est très puissant. Moi, je vais laisser la place maintenant à Marco, qui va nous parler des relations entre workspace. Moi, c'est une des fonctionnalités que j'ai trouvé le plus puissant par rapport à d'autres outils. Donc, je vais le laisser montrer un peu tout ça. Alors, est-ce qu'on voit bien mon écran là? C'est bon? Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Alors oui, du coup, moi, une chose aussi, pareil, qui m'a beaucoup plu dans TimeTonic, c'est côté base de données. Bon, forcément, moi, je vais parler de la base de données. Et le fait de pouvoir, en fait, lier des tables entre elles d'espaces de bases différentes. La notion de workspace TimeTonic, c'est équivalent à la notion de base de ce qu'on peut avoir dans d'autres systèmes, notamment comme Airtable. Là, je prends un exemple où j'ai 5 applications, j'ai 5 bases différentes. J'ai une base RH, une base avec des notes de frais, une intervention, réservation de salle, CRM. En fait, le point commun de ces 5 bases, c'est la notion de collaborateur. Donc, moi, j'aimerais pouvoir, en fait,
paramétrer quelque part une table collaborateur et pouvoir en profiter potentiellement dans toutes mes applications. En l'occurrence, la table collaborateur, ça serait logique qu'elle soit définie côté gestion RH, puisque c'est vraiment la partie gestion RH qui va gérer les collaborateurs. Donc, dans la base gestion RH, si je l'ouvre, donc j'ai une table collaborateur. Donc, c'est une table qui a beaucoup de vues qu'on peut voir là-haut. Et sur ces tables collaborateurs, j'ai créé plusieurs vues. Et je vais utiliser ces vues aussi, notamment pour pouvoir lier les données entre elles. Alors, j'ai une vue collaborateur actif, note de frais, technicien. Donc là, on va regarder d'abord la vue collaborateur, note de frais. Ce qu'on peut voir sur cette vue, c'est que du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes avec des champs en lecture seule. Ça, c'est moi qui l'ai paramétré. Ça peut se paramétrer et on va voir l'intérêt de mettre des champs en lecture seule aussi un petit peu après. Donc, une fois que j'ai ça, je me dis, voilà, maintenant, j'aimerais pouvoir, moi, utiliser ces collaborateurs-là dans une autre application, dans une autre base. En l'occurrence, par exemple, dans la base des notes de frais. Quand on va saisir une dépense ou une note de frais, évidemment, on va l'attacher à un collaborateur. Alors, dans la base des notes de frais, donc dans une dépense, on voit qu'on a une colonne collaborateur. C'est une colonne qui est de type, du coup, lien vers une autre table. Et là, on peut voir ici que, du coup, c'est la table collaborateur de l'espace du workspace gestion RH. Autrement dit, c'est la table collaborateur d'une autre base qui est la base gestion RH. J'ai coché la petite case sélection uniquement. Ça, c'est dans l'optique de pouvoir uniquement sélectionner des collaborateurs et pas pouvoir en créer comme ça. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens métier, dans mon exemple, de créer un collaborateur à partir des dépenses. C'est plutôt le métier du RH de faire ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc là, je peux voir si je veux sélectionner un collaborateur. Donc là, j'ai un certain nombre de collaborateurs qui sont disponibles. En l'occurrence, j'aurai la liste des collaborateurs qui correspond à la vue que j'ai paramétrée du coup pour cette colonne-là. Pour paramétrer cette vue, donc si je vais dans le détail de la fiche, je peux voir du coup dans la colonne collaborateur que j'ai paramétré la vue collaborateur note de frais. Ça veut dire que je ne vais voir que les collaborateurs qui sont dans cette vue-là et je ne vais voir que les champs aussi qui sont définis dans cette vue-là. Alors, bon, pour les 18, on ne va pas faire le calcul, ça sera plus facile de voir pour la suite, mais en tout cas, pour les champs, ça, on peut le voir. Si je clique sur un collaborateur, donc j'ouvre sa fiche et je vois que les champs que j'ai définis dans la vue. Donc, ils étaient tous en lecture seule parce que je les ai mis en lecture seule dans ma vue, à l'exception des notes de frais. Il faut que je puisse évidemment joindre une note de frais au collaborateur. Donc là, j'ai choisi de le mettre en lecture seule. Maintenant, de toute façon, si je n'avais pas fait ça, ça aurait été les droits qui s'appliquaient sur les différentes colonnes. Autrement dit, si seul le RH, par exemple, a le droit de modifier la photo, eh ben, pour tous les collaborateurs, même si je n'avais pas forcé la photo à être en lecture seule, évidemment, la photo aurait été en lecture seule. Simplement, le fait de mettre en lecture seule en plus dans la vue, ça va surcharger les droits qui s'appliquent naturellement aux colonnes. Donc maintenant, j'ai fait ça donc, pour les notes de frais. On va passer à une autre base qui est les interventions. Donc là, les interventions, quand je suis dans les interventions, moi, je veux pouvoir assigner des collaborateurs à une intervention. Je veux pouvoir assigner évidemment que les collaborateurs qui ont un sens de faire une intervention. La comptable, a priori, elle ne va pas aller sur le terrain. Par contre, les techniciens, oui. Donc là, dans la vue technicien, j'ai paramétré du coup uniquement les collaborateurs. C'est un filtre qui sont du coup techniciens. Et là, ici, si je veux du coup voir les collaborateurs qui sont disponibles, j'en ai 4 parce que c'est des 4 techniciens. Et juste peut-être montrer quand même rapidement à quoi ça ressemble la vue technicien. Donc, dans les collaborateurs gestion RH, on a une vue que j'ai appelée technicien. Et là, on a les 4 techniciens qu'on retrouve. Donc, si je reviens dans mon intervention, donc je peux évidemment associer un technicien. Si j'ouvre le technicien, on a compris qu'on voit que les champs qui sont proposés dans la vue intervention. Là, en l'occurrence, je n'ai pas mis de champ en lecture seule. Donc, potentiellement, c'est la gestion des droits qui s'applique. Je peux modifier les données. J'ai aussi le droit de modifier les champs. J'ai aussi, du coup, ce que je peux faire, c'est pour vous montrer aussi, c'est que le paramétrage ici, dans technicien ici, je vois que les techniciens. Donc là, ce paramétrage-là de vue que j'ai sélectionné, j'ai le droit de le voir parce que je suis administrateur. Maintenant, si on n'est pas administrateur du workspace de la base, évidemment, on ne pourra pas changer cette vue-là. On ne pourra pas se retrouver à changer la vue et avoir des données RH qui sont confidentielles. On verra uniquement les données qui ont été prévues pour les techniciens. Donc là, du coup, c'est quand même pas mal parce que j'ai pu faire des liaisons entre des bases différentes. Maintenant, vous allez me dire, bah, oui, mais si j'avais fait une table, moi, collaborateur dans l'intervention, si j'avais fait une table dans les différents espaces, bon, en termes de modèle de base de données, c'est vraiment pas terrible, mais j'aurais pu voir finalement mes collaborateurs ici et pas uniquement voir les données comme ça. Comment je peux faire? En fait, TimeTonic permet de faire ça indirectement avec ce qu'on appelle du coup les vues miroirs. C'est-à-dire qu'en fait, la vue miroir, tout va se passer un peu comme si on avait créé une table collaborateur dans l'espace intervention,
mais évidemment, les données sont toujours centralisées à un endroit dans la base gestion RH. Donc là, je vais dans ma base gestion RH et je vais créer une vue miroir du coup, pour mon intervention. Donc, je vais dans gestion RH, je choisis la vue que je veux. Donc là, je prends la vue de technicien et je vais lui dire, voilà, je veux partager cette vue-là dans un autre espace de travail et je vais la partager dans l'espace intervention. Donc, je partage la vue. Et si maintenant, je vais dans intervention, ce que je peux voir, c'est que magie, il y a une petite table collaborateur qui est apparue. Ce n'est pas une table classique, on voit qu'il y a un petit œil devant. Et d'ailleurs, on nous dit que c'est une table qui est partagée depuis l'espace gestion RH. Si je clique dessus, je vois mes collaborateurs. Évidemment, je ne peux pas avoir plus de données que ce qu'on propose, que ce qui est paramétré côté gestion RH. Par contre, je peux ajouter des données. Si j'ai le droit, je peux modifier des données. En fait, tout se passe comme si finalement mes collaborateurs étaient définis dans mon espace de travail intervention. Mais derrière, c'est les données de gestion RH. Un dernier exemple, là pour les réservations de salles, par exemple, si je clique sur réservation de salle, je peux associer un collaborateur. Et là, les collaborateurs ici, j'ai tous les collaborateurs que je peux définir dans ma vue. D'accord. Ici, je n'ai pas de vue collaborateur. Pareil, je pourrais créer depuis l'espace du coup gestion RH, je pourrais créer ce qu'on appelle donc la vue miroir, ce que j'ai fait tout à l'heure, et dire voilà, collaborateur réservation de salle, je veux partager ça. Je partage avec du coup la partie réservation de salle, je partage la vue, et une fois que je vais dans réservation de salle, j'ai les collaborateurs qui apparaissent avec les champs que j'ai prévus. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, on peut contrôler finement qui voit quoi et qui fait quoi en fait. C'est vrai que c'est très pratique parce qu'on peut très bien avoir des espaces assez administrateurs et créer d'autres workspaces qui vont être quasiment peuplés uniquement finalement de vues miroirs. Et du coup, on va vraiment bien contrôler les données qui sont exposées, ça de manière assez simple et assez rapide, sans forcément avoir créé une douzaine d'interfaces et qui vont être compliquées des fois à maintenir. Donc ça, c'est vraiment un point qui m'a vraiment, vraiment plu sur l'outil. Et alors, toujours dans cette optique-là, finalement, on a défini un référentiel. Dans notre exemple, c'était notre table collaborateur. C'est un référentiel commun. Ça va être utilisé dans les différents workspaces. On aurait très bien pu imaginer que cette table-là soit synchronisée avec l'Active Directory. Et du coup, voilà, on a toutes nos données qui arrivent là-dedans et qui peuvent être utilisées facilement dans les espaces de travail. C'est vrai que si on prend d'autres outils, alors je prends un exemple d'Airtable, il faut passer par des tables synchronisées. La synchronisation bilatérale, parce que finalement, c'est un peu ce qu'on a. Finalement, là, on a la synchro plus bilatérale. Et ça nécessite un plan Teams. Et en plus, c'est assez lourd à mettre en œuvre. Alors que là, c'est quand même assez simple de pouvoir du coup faire cette synchro dans les deux sens, puisque ce n'est pas une synchro, en fait, c'est natif dans l'outil. J'ai voilà. un petit commentaire là-dessus au niveau d'Airtable. C'est vrai que moi, je l'ai mis en place chez un client. Et il y a même, c'est une recopie de record en fait. Il recopie dans l'espace la table. Et le gros souci avec ça, c'est que c'est pas vraiment une synchro, une vraie synchro en fait. Et il y a pas mal de fonctionnalités que tu peux pas faire quand c'est synchronisé justement. Les automatisations, ça doit être le dernier truc. Enfin, il y a pas mal de limites à ça. Et là, c'est une vraie synchro bidirectionnelle où on peut avoir les vues miroirs, mais aussi des relations, etc. Donc, je trouve ça vraiment un cran au-dessus même. Oui, c'est beaucoup plus léger aussi, clairement. Ouais. À gérer, c'est transparent, quoi. Ouais. Ah oui. Tout à fait. Là, je pense que j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Peut-être qu'on va y venir un peu maintenant, parce qu'on avait des questions qui avaient déjà été posées, auxquelles on n'avait pas été. On n'a pas répondu. On a essayé de répondre aux questions qui avaient été directement liées avec ce qu'on disait. Et puis, on avait des questions, notamment, il y avait une question, si on reprend dans l'ordre, par rapport au front, notamment, et en termes de performance. Après, du coup, j'ai laissé aussi la parole à Martial et Jérôme. Moi, j'avais testé avec quelques milliers de lignes, donc ce n'était pas énorme. Mais par contre, c'est assez rapide. Je pense que là, il y a vraiment une pagination. À mon avis, TimeTonic ne doit pas charger tous les records et ça va très vite, du coup, à afficher. Je ne sais pas si vous avez une expérience ici similaire ou même peut-être sur un nombre plus important de données. Ouais. J'ai déjà testé avec une dizaine de milliers, quoi, en fait. En fait, la différence, je pense, comme tu le dis, ça se fait sur le chargement. Il n'y a pas tout qui est chargé. Et en fait, c'est en scrollant qu'il va aller recharger certaines datas. Avec la pagination, j'imagine. Enfin, je ne suis pas du tout expert sur le métier, mais je crois qu'ils font comme ça. Et ce qui fait que ça offre beaucoup plus de fluidité par rapport, par exemple, on connaît tous, avec Airtable, on a vite ces soucis-là. Et là, on l'a beaucoup moins sur TimeTonic. Après,
je crois, d'informations avec TimeTonic qui ont déjà géré des très grosses bases avec des millions de lignes. Ce qui peut juste un peu ralentir, ça va être beaucoup de champs avec des liaisons de table. C'est ces champs-là qui sont consommateurs. Et ils sont en train de travailler à optimiser cette chose-là. Moi, j'ai jamais eu le souci particulier là-dessus, mais eux, ils ont déjà fait des clients avec des 200 champs ou même plus, avec beaucoup plus de données. Donc voilà, c'est peut-être voilà, qu'on passe vraiment, qu'on scale, c'est pas les mêmes problématiques, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'il y a pas, j'avais pas vu ça forcément, mais des fois, quand j'ai réouvert Airtable, on va dire depuis, j'ai trouvé ça relativement lent, en fait, l'interface par rapport à TimeTonic. Clairement, c'est vrai qu'on s'habitue vite à la rapidité. Hein. On devient moins patient après. Ouais, mais c'est pareil, depuis que je jongle entre TimeTonic et puis Airtable, j'ai un peu de frustration sur Airtable, sur certains temps d'affichage, quand on change de vue, quand on change de table. Bon. Pour l'instant, j'ai pas connu ça avec TimeTonic. Alors, j'ai traité des bases peut-être un petit peu plus légères, mais bon, ça m'a semblé plus fluide. Alors, effectivement, comme disait, je sais plus, je crois que c'est Jérôme, mais si les records sont préchargés, mais par petits lots, etc., voilà, ça fait moins de grands temps d'attente, mais plus plein de petits temps d'attente qui sont transparents finalement. Après, je vais faire un de ces quatre, un test de perf. Là, c'est dans les tuyaux. Je vais essayer de charger un peu fort pour voir ce que ça donne, parce que ça m'intéresse clairement. C'est un élément important pour moi aussi. Il y avait une autre question, je crois, sur Par les. hasard, les deux qui se posent des questions, c'est Xavier avec le spécialiste back-end et Marco qui va faire les tests de performance. C'est même pas étonnant, quoi. Ah bah oui, j'avoue que oui, forcément, hein, les travers ressortent, hein, clairement. Et alors, l'API pourrait. Alors, l'API. Bah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on va essayer de répondre, de balayer un petit peu tout progressivement. Là, on est resté sur les grosses fonctions différenciantes sans forcément rentrer hyper dans le détail. Mais c'est pour ça que vos questions sont intéressantes parce que celles auxquelles on ne peut pas apporter de réponse tout de suite, on les note. Et puis, comme Marco le disait, le test de performance, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu en tête. Donc voilà, Xavier, ça prouve bien qu'on était dans la bonne direction en y pensant. Alors après, pour répondre par rapport à l'API, il y a plusieurs choses en termes de perf. Alors ça, j'ai pas forcément pu le constater encore, mais comme ce que disait Didier, merci Didier, a priori, l'API serait très performante, TimeTonic 2,5 fois plus rapide. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En termes d'endpoints, il y a un peu moins d'endpoints qu'Airtable, notamment. Il n'y a pas encore de méta API. Pour être très franc, c'est un petit peu moins simple à utiliser. Par contre, voilà, ça marche tout à fait bien. L'API marche du feu de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est un petit peu plus dur de rentrer dans l'API. C'est pareil. TimeTonic est en train de travailler sur l'API pour la rendre peut-être un petit peu plus accessible. Alors, et puisqu'on parle d'API, alors Zapier, pas encore Make, c'est en cours, mais Zapier est intégré. Donc effectivement, il y a des choses qui sont bien faisables aussi en termes de connexion. Petit truc sur Make, c'est qu'il y a de la communauté des TimeToniciens, c'est Michael Jacques, qui a créé la custom app en fait de TimeTonic. On est en train de faire quelques tests et tout ça, mais c'est sympa, ça fait gagner pas mal de temps. Moi, j'ai déjà connecté avec Make standard, mais c'est quand même beaucoup plus simple avec la petite custom app où ça va direct chercher les tables, etc. Ça offre pas mal de flexibilité et d'aller beaucoup plus vite, donc ça, c'est top. Alors, on a une autre question. Alors là, si j'essaie de prendre dans l'ordre, j'espère qu'on n'en oublie pas. Il ne faut pas hésiter à se manifester si on vous oublie. Il y a une question par rapport aux accès aux utilisateurs, le fait que les utilisateurs aient accès à tous les workspaces ou non. Si tu peux mettre la question. Mais clairement, voilà, on peut vraiment gérer les droits de manière fine. Et bien sûr, ils n'ont pas accès à tous les workspaces. On peut leur donner accès à tous les workspaces si on veut, hein, mais on peut décider de quel workspace ils ont accès, sur quel, du coup, est-ce qu'ils sont admin ou pas utilisateurs d'un workspace. On peut définir des workspaces spécifiques avec des vues miroirs de sorte d'exposer que certaines données. Donc voilà, on a une entière flexibilité à ce niveau-là. Tu retrouves la question, Martial, peut-être là non, je ne l'ai pas retrouvée. C'est pas. C'est bon. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport à ça, hein, par rapport au workspace, au fait que, par rapport à la gestion des droits, mais c'est vrai que c'est assez pratique, hein, vraiment, là-dessus.
Ouais, le système de workspace est bien géré. Après, en plus, dans chaque espace de travail, tiens, Martial, tu peux remettre mon écran? Je le montrer en vitesse, comme ça va Ouais. donner des idées aussi. Rien que dans chaque espace de travail, en fait, on va avoir cette petite icône-là en haut à droite, des membres. Et comme je suis admin, j'ai accès à ça, hein, bien sûr. Et je vais avoir ceux qui sont sur ce carnet-là, en fait. Moi, mon carnet des mots, le rôle qu'ils ont, ça tu peux le changer aussi si tu veux lui donner un rôle juste d'utilisateur, d'admin ou pas. Et les accès mobiles et l'accès à l'API, on est vraiment granulaire là-dessus. Et par carnet. Et puis après, il y a même des gestions en interne. Il y a un carnet qui est dédié TimeTonic à la gestion des utilisateurs et des workspaces et tout ça. Enfin, c'est très évolué là-dessus. Et même automatisable. Il y a certains qui ont automatisé justement la création d'utilisateurs, certains droits, des changements de certaines choses. Donc ça, c'est très puissant là-dessus. C'est vrai qu'avec l'espace de gestion des utilisateurs, ouais, on peut automatiser l'affectation d'un utilisateur à un workspace, lui automatiser les droits, un petit peu tous les accès. Ouais, ça va bien, ça. Ça fonctionne très bien. Alors, par rapport à l'API, ouais, comme ça a été dit, effectivement, donc on peut avoir finalement accès aux structures indirectement de base. Et on peut notamment, alors il y a des choses qui sont sympas qu'on ne peut pas faire avec Airtable aussi. Si on a une colonne calculée, on a accès du coup à la formule en fait de la colonne via l'API. Donc on a des champs calculés, on a vraiment le détail des champs et on a le détail de tout. Enfin, on a vraiment beaucoup d'infos hein, dans l'API qui arrive. Est-ce qu'on a une question? Ouais, regarde, s'il y a d'autres questions, parce que j'ai peut-être loupé des. Est-ce qu'il y a des limites comme dans Airtable par rapport à l'API ou d'une manière ou sur les records, etc. Le nombre de calls API peut-être? C'est ça, le nombre, enfin, la fréquence des calls? J'imagine, parce que si c'est la fréquence des calls, il n'y a pas de limite, hors les limites techniques, hein, mais il n'y a pas de la limite qu'on a dans Airtable. Et Alors, c'est même, juste pour dire, les limites qu'on a dans Airtable, on l'évoquera certainement la prochaine fois parce qu'on va parler du pricing, mais en fait, il n'y a pas de limite, vraie limite. On peut payer pour avoir plus, quoi. Sur TimeTonic, on peut, par exemple, pour les docs, par exemple, sous plan pro, j'avais noté, j'ai 100 documents par mois. Sous plan business, j'en ai 400. Et si on a besoin de plus, ben, on va juste payer en plus, quoi. J'ai besoin de 500 documents plus supérieurs. Donc, je vais payer 50 € de plus par mois pour avoir mes 600 ou 900 docs par mois, quoi. Alors, juste pour préciser, quand tu parles de ça, c'est donc payer plus pour avoir plus et payer plus pour avoir plus de call API. Par contre, l'API rate, voilà, ça, c'est pas limité, quel que soit finalement, voilà, à petit moment où on a accès aux API, il n'y a pas de. Donc on reviendra dessus, mais ouais, un des avantages aussi, c'est qu'il n'y a pas de limite où on est bloqué. À un moment, il suffit juste de dire, OK, je prends un pack de call API supplémentaire et puis j'ai droit à plus. Alors du coup, par rapport à la question limite de record, il n'y a pas de limite technique d'après TimeTonic. Après, ils ont déjà fait des millions de lignes. Après, après, faut voir. Moi, j'ai jamais vu des tables encore à des millions de lignes, donc je préfère pas dire de bêtises. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite technique, m'a dit TimeTonic. Après, on verra, mais ça se calcule. Enfin, on verra quand on parlera plus au niveau du pricing vraiment en détail. Hein, mais le calcul du nombre de records, ça ne se calcule pas exactement de la même façon. Ce n'est pas un calcul par ligne. Mais disons que voilà, on peut avoir pas mal de records quand même et on peut payer plus si on en veut plus aussi en fonction de ce qu'on veut, quoi, sur les plans enterprise notamment. Alors, il demande, je regarde. Est-ce que l'API est dispo sur tous les plans? À partir du premier plan payant que tu as accès à l'API pour moi. Quand tu es en version d'évaluation, tu peux avoir accédé à l'API. Oui, pendant l'évaluation aussi. En version démo, enfin d'accès, là c'est en version trial. Trial, on a accès à l'API. Par contre, après, c'est le premier plan payant. Je pense qu'on a fait le tour. Après, là, tous ces sujets
un petit peu de limite, de pricing, etc. Donc ça fait partie des choses qu'on a prévu évoquer un petit peu plus tard en rentrant plus dans le détail. Donc là aujourd'hui on a fait le tour donc sur les fonctionnalités qui nous semblaient déjà bien différenciantes. Donc le lien entre les workspaces, la génération de documents via des templates Word ou Excel, les vues cartes. Donc le but, ça va être pour nous, ça va être de présenter les principales fonctionnalités sur les premières émissions. S'il y a des besoins de réponse à des questions auxquelles on n'a pas l'info tout de suite, eh ben, on creusera, on cherchera, ou même si ça nécessite de préparer un use case un petit peu spécifique ou que ça nécessite plus de temps, bah, on le mettra à l'ordre du jour d'une prochaine émission. Ce sera pas oublié. Et puis voilà, donc sur la prochaine émission, on a déjà fait un petit peu de teasing, on va vous parler donc des pricing et des limites, et puis également de la partie automatisation. Donc s'il y a des points que vous souhaitez voir ou des choses comme ça, enfin dans la prochaine ou des questions préalables, bah, n'hésitez pas à nous les mettre sur le Slack dans le channel Time Tonic de No Code France. On viendra faire un tour régulièrement pour relever tout ça. Après, je sais pas, Marco, Jérôme, si vous avez des points à ajouter. Juste une petite remarque, il y a une question, je pense que du coup c'est assez pertinent, comme c'est aussi une force de l'appli, c'est par rapport à l'application mobile. Ouais. Donc effectivement, l'application mobile se synchronise avec tous les workspaces. On peut partager certains workspaces uniquement avec l'application mobile. C'est une application native hein, qui est sous le store, etc. Juste pour information, parce que c'est vrai qu'on pourrait. Donc alors on fera peut-être un petit tour de l'application aussi. C'est un des sujets qu'on pourra aborder. Alors comme c'est une application native en termes d'ergonomie, etc., c'est pas forcément l'idéal. On peut pas faire des choses hyper jolies. Par contre, ça reste très pratique, très orienté métier pour la plupart des use cases en Ops. Et puis notamment la gestion du mode offline, c'est quand même super. Si on fait un inventaire dans une cave où on est dans un champ, on n'a pas de réseau, et ben clairement, voilà, ça peut se faire, ça fonctionne. Et après, dès qu'on a du réseau, automatiquement, ça se synchronise. Donc la gestion du mode offline marche bien. C'est quand même un sujet souvent qui est assez touchy. Surtout pour le monde des techniciens et tout ça, c'est vrai que quand on est en mobilité, c'est un des points vraiment très différenciants, je trouve, pour le monde de l'entreprise. Ouais, et tout le monde n'est pas en région parisienne avec du full 4G, 5G dans le moindre recoin. C'est sûr. Et j'aimerais ajouter un petit point. C'est vrai qu'il y a Didier à 15h qui va faire une présentation d'Zilio. Allez-y, parce qu'en plus, il y a une intégration de Time Tonic avec Zilio qui est super bien faite. Franchement, il a fait un super travail. Ça a été super vite en plus. Donc, n'hésitez pas de voir ce live très intéressant. Et moi, je serai présent en tout cas. C'est-à-dire, Adrien, quand tu dis un live réglementation Time Tonic? Ah, RGPD, tout ça, c'est ce que tu veux dire? Ouais, j'ai RGPD, tout ça. Ouais. On est tellement à l'aise avec le sujet que je sais pas, peut-être qu'on invite quelqu'un. Il va falloir qu'on pose un peu avant pour le côté. Bon, évidemment, c'est hébergé en France, Time Tonic. Avec Time Tonic. Ça peut-être un sujet qu'on aborde avec ça va bientôt être HDS du coup. Mais après, côté RGPD en soi, les règles des RGPD, c'est pas simple forcément. Il faut qu'on creuse un peu le sujet pour en parler avant. Le côté. Alors, l'avantage avec Time Tonic, c'est que sur le sujet RGPD, c'est que déjà, c'est une entreprise française qui est hébergée en France. Donc déjà, on élimine deux gros sujets. Après, le reste, c'est plus du mode opératoire, du process pour comment je gère mes données, etc. Mais HDS, je pense qu'on peut. Enfin, c'est en cours. Je pense qu'on peut le dire. De toute façon, maintenant, je l'ai dit. C'est en cours, c'est en train d'être fait. C'est un long process, donc ce sera peut-être que l'année prochaine. Enfin, je sais, peut-être même un peu plus tard, je sais pas. On demandera Time Tonic directement, mais c'est vrai qu'on n'a pas précisé HDS, c'est hébergeur données de santé. Et ils ont déjà des
pour info, hein, ils ont déjà fait de très gros use case. Donc, les hôpitaux de Paris, avec un très gros use case. Comme il n'y a pas de données de patients, en fait, ils ont pu le faire complètement sans être HDS. Et ils sont justement sur la problématique HDS pour aller sur d'autres besoins pour ce client-là. Voilà, bon, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, d'autres questions dans le chat? Si vous avez des éléments qui vous viennent d'ici là, vous pouvez du coup le mettre sur le channel Time Tony, des points que vous voudriez qu'on aborde, des choses comme ça. Nous, on a déjà notre planning un petit peu là pour la prochaine session, mais bien sûr, on est ouvert aux remarques. Ok, bah merci à tous de votre présence. Et puis, n'oubliez pas, d'ici une petite heure, il y a Didier qui fait des démos en live de Zilio. Donc, je pense que ça risque d'être très intéressant aussi. Voilà. Ouais. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous. À Salut. bientôt. Au revoir.